Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Atelier 11, c'est l'émission des sociaux engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs du Média TV. Je suis Antoine, au-dessus de moi, ici, et non, j'y arriverai jamais, ici, c'est Serge Victor. Salut Serge, là. Comment vas-tu? Ça va très bien, j'ai toujours pas la fibre, mais on fait aller. Ça viendra, ça viendra. Aujourd'hui, nous recevons Elsa, qui est juste ici. Non, elle est là. Voilà. Hop, salut Elsa, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va très bien. Elsa Margherita, tu es journaliste aux médias. Tu connais un petit peu le but de cette émission, déjà parce qu'on en a parlé juste avant. Ouais. Donc le but, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ton travail et sur ton engagement au sein du média. Nous allons commencer par étudier ton CV. Voilà. Alors, mais avant, attention, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui, j'ai trouvé une blague, attention. Elsa, tu fais partie du club des gens qui ont les mêmes initiales qu'Emmanuel Macron. À part ça, comment ça va? Ah, la blague. T'as vu? C'est une blague difficile. Ouais, alors il faut savoir qu'en plus mon père a les mêmes et on est tous les deux âmes en peine. C'est-à-dire, mon Dieu. Mais je suis sûr qu'avec son système En Marche, machin EM, etc., ça a marqué tous les gens qui sont concernés par ça, quoi, qui peuvent plus vivre de la même façon. Disons que je ne signe plus avec mes initiales. Voilà. Comme quoi, hein, la question n'est pas si idiote qu'elle en a l'air. Elsa, tu as passé un bac de sciences économiques et sociales, comme notre invité de la semaine dernière, à la suite duquel tu as fait une année en Hippocagne. Ouais. N'est-ce pas? Puis, tu t'es dirigé vers des études universitaires. Tu n'as pas fait Sciences Po, toi. Même la formation journaliste, tu l'as pas fait Sciences Po. Il y a les deux écoles aux médias, il y a ceux qui ont fait Sciences Po et ceux qui l'ont pas fait. Toi, tu es rentré donc à la Sorbonne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour suivre une licence d'histoire. Ouais. Donc jusque-là, un parcours classique qui n'a rien à voir ni avec le journalisme ni avec les médias. Et puis ça a dû te plaire puisque tu as poursuivi sur un master d'histoire aussi. Histoire de la Méditerranée médiévale, c'est quelque chose, ça commence à être pointu hein, quand on est en master 2, les sujets. Ouais. Alors du coup, on a une question, c'est quand tu croises Julien Terry aux médias, de quoi vous parlez? Mais évidemment que de Moyen-Âge. D'ailleurs, on se parle en latin médiéval. C'est vrai, tu peux nous donner un petit exemple pour voir? Alors non, en fait, il s'avère que j'ai croisé une fois Julien. D'accord. Mais on a déjà eu des discussions là-dessus où, en fait, Julien ignorait totalement que j'avais fait de l'histoire médiévale et était agréablement surpris. Donc, on a un petit peu discuté de mon parcours, de ce que j'avais fait, etc. Et on s'est dit, c'est très bien finalement ce petit lobby médiéviste aux médias. Pendant ce temps, en même temps que tes études, tu as fait divers petits boulots qui n'ont rien à voir ni avec le média, ni même avec l'histoire. Hein. Ah ouais, non, carrément. Des boulots qu'on suppose alimentaires, même si certains avaient un rapport avec l'image. Voilà. Notamment, tu as été photographe, on va dire, pour le média étudiant ON. Je ne sais pas si on dit ON. Alors, ouais, à l'époque, ça s'appelait Sorbonne. Et finalement, ils ont enlevé Sorbe. D'accord. Quand on regarde certaines de tes photographies, notamment de voyage, je pense qu'on peut dire que tu aimes les lumières très dures, rasantes, et les images très saturées. Ouais. C'est vrai ou pas? C'était pas des photos de. Alors, je sais pas si c'est encore disponible, mais c'était pas du tout des photos de voyage à l'époque pour Sorbonne. C'était des photos de manifestations, les manifestations de 2016 contre la loi travail. Et en fait, jusque-là, on peut se rendre compte que jusqu'à quasiment la fin de tes études, est-ce que tu savais que tu voulais t'orienter vers un métier qui concerne les médias ou pas? Parce que pour l'instant, il n'y a aucune trace. La première trace qu'on a retrouvée, à part ce petit boulot de photographe, on va dire, c'est quand tu rentres en avril 2019, donc c'est déjà quasiment la fin de tes études, à Le Vent se lève. Ouais. Et là, tu es rédactrice. Moi, j'imagine que rédactrice seulement, ou tu faisais un petit peu d'autres choses. Alors déjà, comment tu es passé de la fin de tes études d'histoire à un poste de rédactrice? À quel moment tu as eu le déclic de t'orienter vers les médias? Alors, il s'avère que j'ai fini mes études, en tout cas j'ai eu mon Master 2 en septembre 2020, donc c'était encore un peu après. Le Vent se lève, en fait, j'étais très intéressée par ce qu'ils faisaient depuis très longtemps. Et j'ai juste eu le déclic d'envoyer un message et d'aller à leur événement pour proposer
certains sujets. Moi, j'avais tout de suite alors, en fait, directement, j'ai pas eu d'atome crochu avec les sujets économiques. Moi, je m'intéressais surtout à une aire géographique. Donc, je voulais parler du Maghreb, des relations géopolitiques avec le Maghreb, culture un petit peu. J'ai quand même écrit pas mal d'articles culture pour eux. Mais c'était vraiment de la curiosité. Après, évidemment, ça part aussi de mes opinions politiques personnelles. J'ai jamais eu l'envie, on va dire, avant ça, de faire du journalisme. Je voulais vraiment être chercheuse en histoire. Et c'est l'expérience avec Le Vent se lève. Et puis, vous avez fait votre petite enquête après Reconstruire. Ces deux expériences-là qui m'ont donné envie de continuer et d'arriver du coup jusqu'aux médias. Est-ce qu'on peut dire que c'était plus des expériences militantes au départ que des expériences vraiment de journalisme? Mais c'est ça qui t'a amené au journalisme. Disons que je pense que ça a été une forme d'incubateur. Maintenant, j'avais pas nécessairement envie de militer au sein du Vent se lève. J'avais vraiment envie d'apprendre. J'avais envie d'apprendre à écrire des articles de presse, à m'intéresser à d'autres sujets que ceux que je pouvais étudier surtout. Et traiter à peu près tout, etc. Ça a été une super expérience, d'ailleurs. Alors, j'ai peut-être pas fait beaucoup d'articles, mais j'en ai fait au moins quasiment un dans chaque rubrique. Alors, tu l'as dit, après ce passage chez Le Vent se lève, tu as travaillé à Reconstruire. Ouais. Alors, Reconstruire. Alors, pour ceux qui connaissent pas, il suffit de regarder le logo. Il y a une allusion pas très sibylline au CNR dans le logo, carrément. Et là, tu as fait plusieurs choses. Tu as été responsable de rubrique, rédactrice, photographe, graphiste, directrice de communication. C'est quoi? C'est lié au fait que c'était un petit média et qu'il fallait savoir un petit peu tout faire? Ben oui, c'est ça. C'est que quand je suis arrivée à Reconstruire, alors c'était un média qui existait bien avant que j'arrive. Mais c'est vrai qu'il y avait une toute petite équipe et on avait un peu dans l'idée de faire grossir le média. Donc voilà, on avait fait, on a créé une page Instagram, on a redonné un peu une impulsion, on a changé totalement la charte graphique d'ailleurs. On a créé une chaîne Twitch d'ailleurs sur laquelle on avait une émission qui s'appelait L'heure des prolos. Petite allusion très heureuse, oui. Et donc oui, voilà, j'ai travaillé un peu comme on n'était pas beaucoup, on se répartissait un peu les tâches. Moi, je travaillais sur les réseaux sociaux. J'avais 2 rubriques à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment une équipe très très restreinte. Parmi tes expériences chez Reconstruire, j'ai noté notamment un article sur les étudiants oubliés par le gouvernement pendant la crise Covid de novembre 2020. Et j'avais noté le mois d'avant, tu avais participé en tant que photographe à un article sur Aude Lancelin. Oui. Qu'on connaît un petit peu aux médias. Et donc, oui, que je connais un petit peu aussi, mais pas dans le cadre du média. Voilà, tu avais assuré la couverture photographique du reportage. Ça m'a fait marrer. En novembre 2020, donc pendant que tu étais chez Reconstruire, tu as été consultante historique chez Ubisoft. Et oui. Ubisoft, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société franco-canadienne, française, canadienne, je ne sais pas trop, qui est l'un des leaders mondiaux des jeux vidéo. Alors, il faut que tu détailles. Alors, moi, j'ai été contactée par Ubisoft pour faire des expertises historiques sur les jeux vidéo. Donc, par rapport à ça, c'était vraiment par rapport à mes études. J'ai pas le droit de beaucoup trop en dire, évidemment. Mais ils avaient des sujets sur lesquels ils avaient besoin d'une expertise. Moi, j'ai une spécialisation donc sur la Syrie médiévale et du coup, ils m'envoyaient des thèmes et moi, je leur disais graphiquement ce qui peut être fait, etc., ce qui s'est passé, voilà. D'accord. Et c'est sur des jeux qui existent déjà ou des jeux qui sont encore en développement? Alors, c'est que pour des jeux en développement, mais il s'avère qu'on sait jamais trop lesquels, parce que c'est normal, ils sont. C'est un monde qui est très 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 secret et c'est bien normal. Mais voilà, en fait, je pense que ils ont des jeux en cours, que ça évidemment c'est en rapport avec leur licence et que durant la trame scénaristique, ils se posent des questions, etc. Alors moi, c'était surtout visuellement comment mettre
comment mettre en forme des paysages, etc., des constructions. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'ils avaient une attente sur un sujet, ils m'envoyaient leurs questions. Et en fait, moi, j'y répondais en faisant des fiches d'expertise, quoi. On est presque arrivé déjà à la fin du parcours. Depuis février 2021, donc tu es arrivé aux médias. Tu es à plein temps? Je suis pigiste. Tu es pigiste aussi, d'accord. Il y a eu un petit passage avant le média dans la chaîne d'Aude Lancelin, non? Justement. Alors, oui et non. Dans les constituants. Alors oui, voilà, en fait, il s'avère que j'ai été très succinctement chez les constituants avec François Coq, Charles Girard, Manon Le Breton, etc. Et en fait, oui, par 2 fois, j'ai pu animer l'une des émissions qui est diffusée sur la chaîne de QG. Alors, il y a une info qui est... Je suis désolé, elle est publique, hein, donc on peut le dire. Il y a une info qui est encore plus récente, c'est que tu aurais arrêté de fumer le 9 mai. C'était pour le tweet. Bon, c'était pour le tweet. Bon, il y aura d'autres occasions d'essayer. Aux médias, tu gères pour l'instant, oui, l'émission qui s'appelle l'Instant Porcher, qui s'appelait avant l'Instant Écho. Alors, c'est 2 émissions qui sont différentes. Mais oui, c'est 2 émissions. Alors, explique-nous quelle est la différence et pourquoi il n'y a plus d'Instant Écho, mais il y a de l'Instant Porcher. Alors, l'Instant Écho, c'est une formule qui a, je pense, et en accord avec mes collègues, etc., qui s'était un petit peu essoufflée. Et je pense qu'il va falloir... on a beaucoup réfléchi à une façon de refaire naître l'Instant Écho différemment. On a beaucoup de projets pour cette émission qui n'est pas morte en tout cas, qui est en train d'être repensée. Mais voilà, l'Instant Écho, ce qu'on voudrait, c'est vraiment s'intéresser à des thèmes, couvrir peut-être, faire un petit reportage dessus, faire effectivement intervenir un économiste, mais vraiment sur des questions assez pointues en économie, tandis que l'Instant Porcher, c'est certes Thomas Porcher qui est économiste, mais qui n'officie pas sur cette émission seulement en qualité d'économiste. Du coup, voilà, c'est vraiment à côté où c'est vraiment une formule un peu éditoriale chronique où on fait d'autres choses. Moi, j'aime bien distinguer les 2 émissions parce que je pense qu'elles ne fidélisent pas la même audience. L'Instant Écho, c'est vraiment c'est de l'économie de fond, etc. On fait intervenir des personnes qui n'ont pas nécessairement très envie de parler d'autre chose que leur spécialité. Donc bon, l'instant Porcher, c'est vraiment Thomas comme chroniqueur vient toutes les semaines pour faire un portrait un petit peu de l'actu éco et pas seulement de la semaine, quoi. Tu as présenté aussi 2 numéros de l'émission d'intérêt public. Ouais, et puis normalement, c'est moi qui va continuer ou pas? Ouais, ça va continuer, je pense. C'est un petit peu compliqué parce que là, en ce moment, on a des émissions on a un rythme qui est un petit peu moins régulier qu'avant parce que on a certaines contraintes. Mais non, d'intérêt public, je pense, va revenir. C'était une émission qui nous permettait d'avoir une petite chronique de Théophile qui était très sympa, de mettre aussi en valeur certains reportages de l'équipe pendant quelques secondes sur un format qui est quasiment le même qu'un JT, quoi, mais ça permettait de mettre un petit peu plus en valeur le travail des autres journalistes, je pense. Parce que techniquement, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que justement cette émission-là, elle permettait de repasser dans une émission diffusée sur YouTube des séquences qui passaient pas forcément sur YouTube pour des raisons d'algorithme. C'est ça, pour des raisons d'algorithme, il y a certains facecam notamment qui n'ont pas été publiés à cette période-là, mais on avait quand même très envie de faire en sorte qu'elle soit sur YouTube, donc je pense que ce format, il était idéal. Et puis voilà, ça nous permet d'avoir des petits formats courts pour les autres réseaux sociaux où les gens vont moins regarder des émissions de 40 minutes tout en pouvant les diffuser parce que c'était du travail, quoi. Donc non, je pense que ça va reprendre. On l'espère. On a une question sur Thomas Porcher justement. Est-ce que dans la vie il est sympathique, Thomas? Car vraiment, j'adore son point de vue. Dit Metamada. Thomas, il est super gentil. En vrai, comme dans les émissions, il est vraiment très très gentil. Il s'entend super bien avec l'équipe. Il arrive, c'est toujours très chaleureux, c'est toujours très sympa. Vraiment, on n'a pas du tout à se plaindre de Thomas, non.
Des fois, il s'énerve. Ou alors, c'est toi qui l'énerve avec tes questions et tes sujets. C'est moi qui l'énerve avec mes questions. Il s'énerve jamais, Thomas. Il s'énerve un peu contre Macron quand même. Ouais, il s'énerve beaucoup contre Macron. Alors, je pense que c'est un énervement qui est juste et sain, mais il y a des colères qui sont saines, Monsieur Porcher. Exactement. Alors, on a une autre question alors qui te concerne. On va revenir un petit peu sur ton parcours d'études. Ouais. Est-ce que la méthodologie acquise en master d'histoire t'a aidé à développer tes articles journalistiques et tes recherches? Alors ouais, oui, bien sûr. Enfin, en fait, moi j'ai fait de la recherche du coup en histoire et la recherche, ça apprend à écrire, à être très précis, à vérifier ses sources, à toujours à être très, très rigoureux. Et évidemment, je pense qu'il y a un lien évident avec les articles de presse et puis le travail de journaliste. Maintenant, bon, moi j'ai pas fait d'école de journalisme, donc je pense qu'il y a énormément de différences. Mais si, bien sûr, ça m'a déjà aidé à écrire, à avoir un impératif, en tout cas, d'être comprise quand j'écris, que chaque phrase que j'écrive soit très claire, que ce soit très intelligible, que ce soit sourcé, prouvé, etc. Donc, je pense que oui, là-dessus, il y a un lien avec le travail de journaliste. Après, maintenant, je pense qu'il y a aussi la question de l'expérience qui fait que petit à petit, on se rôde un petit peu au métier, je pense. Il y a quand même quelque chose qu'on peut développer parce qu'on est passé un petit peu vite, je pense. C'est que quand tu es arrivé aux médias, tu as repris donc l'instant écho, donc tu étais considérée entre guillemets comme une journaliste économique. Oui. Économiste, on ne sait pas. Et je suis pas sûr d'avoir bien compris comment tu as basculé. Alors de l'histoire aux médias, d'accord, mais comment tu t'es spécialisé entre guillemets dans l'économie et est-ce que c'est un sillon que tu vas vouloir continuer à creuser ou est-ce que tu te réserves le droit de possibilité la possibilité d'aller sur d'autres terrains? Moi, je me réserve évidemment la possibilité d'aller sur d'autres terrains et j'ai très envie d'aller sur d'autres terrains. Maintenant, je pense que l'économie, c'est un sujet, je pense que c'est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui. Et alors, moi, j'ai fait quand même beaucoup d'histoire économique. J'ai continué jusqu'en master, etc. Je suis pas néophyte totalement en éco, même si, bon, évidemment, j'ai pas le diplôme de Thomas Porcher, etc. Mais en tout cas, je connais très bien l'éco et moi j'ai ça a été toujours les articles vers lesquels j'allais quand je lisais des articles de presse. Et en plus, mine de rien, je pense que ça manque beaucoup dans les médias mainstream de vulgarisation entre guillemets de l'économie. L'économie, c'est souvent un domaine où on nous dit voilà, il faut laisser parler les spécialistes, dormez, braves gens, là-haut, on veille sur vous, etc. Alors que non, c'est pas vrai. Enfin, moi, du coup, je connais quand même beaucoup d'économistes et on a de grandes discussions entre nous où on se dit, non, on manque un peu de terrain dans les médias, etc., où on pourrait, voilà, avoir une agora pour parler de ces idées-là, de ces économistes de gauche qui ne sont pas du tout vus, en tout cas. Alors, c'est pas le cas de Thomas Porcher qui passe quand même pas mal sur les médias mainstream, même si, bon, voilà. On a besoin, en tout cas, d'endroits où dire qu'en fait, l'économie, c'est pas seulement les quelques spécialistes qui décident, etc., qui sont d'ailleurs quasiment toujours néolibéraux. Donc non, on voulait absolument qu'il y ait aussi ce format d'une journaliste qui n'est pas nécessairement économiste et qui peut aussi prendre le contre-pied en disant oui, mais quand on parle d'inflation, déflation, de dette, de DTS, etc., mais de quoi on parle en fait? Pourquoi est-ce que c'est pas si compliqué que ça l'économie? Et en fait non, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des choses qui sont très compliquées en économie, mais je pense que, en tout cas, ce sur quoi nous ce qu'on peut comprendre, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Il faut avoir la volonté, en tout cas, de le vulgariser, de le rendre intelligible, et c'est très important parce que les politiques économiques aujourd'hui, c'est celles qui nous précarisent, c'est celles qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans une France qui n'a aucun moyen pour contrer une pandémie, qui pendant un an a vu un nombre incroyable de Français plonger dans la pauvreté. Enfin, voilà. Donc l'économie, je pense que c'est vraiment l'un des domaines où, en plus aux médias et dans les médias indépendants, on doit quand même gagner du terrain et vraiment faire le plus d'émissions possible pour faire en sorte de faire comprendre aux gens que non, en fait, la solution qu'on nous propose continuellement,
qui est celle voilà, d'économistes très libéraux, des choix politiques. L'économie, c'est un choix politique aussi. Ça vient pas de rien et qu'on n'est pas bête et qu'on doit absolument laisser ça entre les mains de quelques spécialistes. On peut choisir quelle politique économique on souhaite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Tu as été très clair, Serge. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, à propos de l'économie, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Comment se fait, au niveau de la rédaction, le choix justement des invités? C'est une question qui était revenue un petit peu sur le forum. Pourquoi des économistes keynésiens plutôt que, je sais pas moi, des friotistes ou ou des économistes d'autres obédiences de gauche? Comment se fait le choix, en fait? Est-ce que ça se fait en rédaction? Est-ce que c'est Théophile Kouamouo qui indique des pistes? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors, pour Thomas Porcher, Thomas est chroniqueur. Il n'est pas invité, donc il vient toutes les semaines. Et voilà, c'est un choix qui se comprend totalement. Hein. Ça reste un économiste de gauche qui... voilà. Pour le reste de l'instant éco, j'essaie déjà de suivre aussi l'actualité, les sorties de livres, etc. Ça a été le cas, par exemple, pour Frédéric Farah, pour David Kayla. Alors, il y a un instant éco qui va sortir dans pas longtemps, qui n'est pas un économiste, mais qui est un journaliste, mais c'est en lien avec l'économie. Donc, j'essaie de regarder un petit peu ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir que des friotistes? Bon, ils sont pas très nombreux. Maintenant, en tout cas, on ne s'interdit absolument pas de les inviter. Au contraire, je pense que de toute façon, l'instant éco, ça reste un débat d'idées. Le but, c'était de faire intervenir des économistes, alors qui viennent des économistes atterrés, des hétérodoxes en général, pour qu'il y ait cet espace de débat. Et moi, je suis plutôt contente que certaines interventions suscitent des débats, qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord, etc. De toute façon, c'est ce qui permet aussi de nous former. Et voilà, je pense pas que ce soit aussi non plus qu'un impératif de faire venir des personnes avec qui on est 100% d'accord. Au contraire, je pense que justement, ça n'aiderait pas le débat démocratique et il ne faut pas se forger une opinion qu'à partir de ceux avec quoi on est d'accord. Il faut aussi savoir prendre le contre-pied. Voilà. D'ailleurs, il y a des débats, même au sein des économistes atterrés, il y a des débats. Ah bah oui, sur la dette, en l'occurrence, sur la dette, il y a un débat entre pro-annulationnistes et anti-annulationnistes qui ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux. Mais voilà, je pense que de toute façon, alors, souvent, ce sont des débats d'experts. Nous, c'est très compliqué parfois de réussir à suivre les tenants et les aboutissants. Mais justement, en fait, ce qui est bien, c'est que ça reste pas seulement un débat d'experts, que nous, on puisse comprendre un peu ce qui anime les pro-annulationnistes, ceux qui sont contre l'annulation ou quoi que ce soit. Enfin, ce sont des personnes en plus qui viennent du même bord politique. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Pourquoi est-ce qu'il y a des débats pareils? Pourquoi est-ce que ça les anime autant? Donc non, c'est bien de pouvoir les faire intervenir sur le média. D'autant qu'en plus, en plus de ça, il n'y a pas énormément d'autres médias sur lesquels ils peuvent intervenir. Pour le moment, tu restes sur la formule donc, de l'interview d'un économiste. Est-ce que tu envisages éventuellement justement de faire des débats Alors, moi, j'aimerais bien faire des débats. C'est une question qui revient souvent chez les sociaux. Il y a une espèce d'envie de débat qui s'entend. Après, il y a des arguments aussi contre, notamment en raison du contexte sanitaire. C'est ça, ouais. C'est en fait, pour l'instant, alors non, je compte pas. Alors déjà, je compte pas seulement faire que des interviews. Il s'avère qu'on a quand même aussi dans l'idée que l'instant éco, ce soit aussi une formule qui est un reportage dedans, selon le thème, qu'on fasse intervenir des citoyens, évidemment, qui viennent raconter leur expérience. Et dans un second temps, il y aurait un économiste pour décrypter un petit peu. Voilà. Maintenant, faire des débats. Alors, mettre en place des débats, c'est très compliqué. En plus de trouver des personnes qui s'entendent plus ou moins, en tout cas qui puissent se supporter dans la même pièce, c'est déjà un peu compliqué. Et en plus de ça, il y a effectivement la contrainte des mesures sanitaires. On peut pas, le média, c'est pas non plus un terrain de foot, donc on doit toujours laisser quand même les 2 mètres. Tout le monde n'est pas vacciné. Enfin moi, je suis vaccinée, mais bon, c'est pas. Enfin, il faut quand même qu'on ait des contraintes sanitaires. Et faire des débats à hauteur de même, ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est très compliqué à mettre en place. Maintenant, on s'interdit pas de le faire. Hein. Je pense que ça viendra quand les mesures sanitaires nous le permettront, parce que en ce moment, ce qui nous empêche vraiment de faire des débats, c'est vraiment les contraintes sanitaires. On peut pas se permettre de faire venir 2 personnes à 1 mètre d'écart. En plus, il y a le présentateur, il y a l'équipe technique aussi. Il faut pas l'oublier. Hein. Il y a quand même 2 personnes qui filment, il y a une personne qui prend le son, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment les mesures sanitaires qui nous en empêchent. Mais il y a eu quand même beaucoup de débats aux médias.
il y a quelqu'un qui nous fait remarquer que les débats entre penseurs de gauche seraient plus intéressants qu'avec des personnes de bords politiques opposés. Voilà. Oui, bah Donc, oui. voilà. Effectivement. Surtout déjà pour connaître les fractures idéologiques, parce que la gauche n'est finalement pas que la gauche, il y en a plein qui s'opposent. Voilà. Et puis les penseurs de droite, si tant est qu'il y en ait, on les voit surtout partout ailleurs, donc on les connaît. On les a assez vus. Bon, alors moi je dirais même pas la gauche, mais c'est surtout les néolibéraux quoi qu'on voit quand même beaucoup quoi. Il y a des néolibéraux qui s'estiment de gauche alors. Bon. On est en pleine confusion mentale. Alors, il y a eu un débat. Alors, attention. Alors là, justement, je pense qu'on va rentrer. Alors, je ne sais pas si dans la confusion ou quoi. Il y a eu un débat Polony-Bégodeau sur une chaîne YouTube et il y a vraiment plusieurs gauches. Et je suis d'accord, c'est instructif, nous dit-on. Ah, mais oui, évidemment. Je suis d'accord. Allez, on se fait une petite lecture. Hein. Oui, tout à fait. C'est aussi le rôle du média de donner à voir et donc de confronter les courants idéologiques. Écouter des néolibéraux déblatérer leur idéologie alors qu'il y a 50 ans de preuves que ça ne marche pas, c'est pas mon plaisir. Ha, ha. C'est pas ce qu'on fait aux médias, donc tout va bien. Tout à fait. J'aurais bien aimé qu'on revienne un petit peu sur la façon dont tu es arrivé aux médias, en fait. C'est-à-dire que tu connaissais déjà quelques personnes peut-être aux médias. Ouais, alors moi je connaissais. Au moins 2 personnes. Je connaissais un peu Lucas, alors qui n'est plus aux médias. Voilà. Et après, moi, je suivais l'actualité du média depuis un petit bout de temps, j'interagissais, etc. Et j'ai vu une annonce. Alors, je connais aussi Salomé qui a travaillé aux médias. Mais du coup, j'ai vu une annonce où ils recherchaient des journalistes et j'ai répondu à cette annonce. Alors, c'était pas du tout une annonce sur ce que je fais. Hein, c'était spécialiste en questions de genre, mais j'y suis allée au culot en leur disant j'aimerais bien m'occuper des questions économiques, donc s'il y a un espace, je suis d'accord. Bon, Salomé était déjà partie, donc voilà, mais je dis écoutez, en tout cas, moi, ça m'intéresse et on m'a recontacté et voilà. C'est comme ça que je suis arrivée aux médias, tout simplement. Le fait que tu sois passé par Le Vent se lève comme Salomé, est-ce que ça a joué dans le fait que tu prennes la relève de son émission finalement ? Je pense pas parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent du Vent se lève, mais non, je pense que. Alors je pense que déjà peut-être que son départ était un petit peu rapide, je sais pas. Mais en tout cas, il fallait que quelqu'un reprenne. Je sais que Théophile avait regardé quand même pas mal ce que je faisais à l'époque. Donc, il y avait effectivement la chaîne Twitch, mes articles, etc. Et du coup, avait dit, je pense qu'Elsa pourrait reprendre l'Instant Écho. Et du coup, pas le fait que je vienne du Vent se lève, mais le fait qu'en tout cas, j'ai quand même écrit pour eux. Et puis après, je suis partie à reconstruire. Donc, c'était déjà un peu de l'histoire ancienne. Oui, forcément, ça a un petit peu joué. Parce qu'on parlait des différences sur le plan des économistes de gauche, mais il y a des différences globales à l'intérieur de la gauche. Et j'ai l'impression que le parcours que tu as eu, finalement, un peu parallèle peut-être à celui de Salomé, en tout cas par rapport au Vent se lève, correspond peut-être à une partie de la gauche un peu particulière, qu'on pourrait, je sais pas, qualifier de populiste, souverainiste, et que peut-être aux médias, il était important que ce courant-là soit peut-être présent par des gens qui sont impliqués dedans, non ? Alors oui, je pense peut-être maintenant. Je sais pas si les opinions politiques sont importantes. Je pense que de toute façon, évidemment qu'il y a énormément d'opinions aux médias qui sont très différentes. Qui se ressemblent absolument pas, mais voilà, on a tous l'envie de travailler dans cette rédaction. Il y a un projet qui nous anime tous, donc voilà. Enfin, je pense qu'effectivement, dans le camp, on va dire souverainiste, les questions économiques, elles sont évidemment très importantes. Donc peut-être que c'est ça l'atome crochu qui a fait que. Maintenant, je pense que non, il y a quand même pas mal d'autres personnes qui sont très souverainistes au sein, très populistes au sein du média. En même temps, c'est un média qui avait comme volonté de suivre les luttes sociales. Donc forcément, on a déjà, il y a déjà un bon terreau pour le populisme, j'imagine. Donc ouais, non, enfin, je pense pas que ce soit une demande qui ait eu, mais voilà, on a tous. De toute façon, c'est le projet qui nous a tous intéressés de base en arrivant aux médias. Hein. C'est pas un parti politique. On doit pas avoir de gage de pureté, etc. On est tous assez différents et puis c'est tant mieux. Hein. Ce serait un petit peu dommage
qu'on parle qu'entre nous, quoi. Je trouve ça important justement que tu en témoignes parce que beaucoup de gens ont encore une représentation du média comme organe de la France insoumise ou j'ai vu des gens par exemple cracher sur le média en disant c'est les islamo-gauchistes, je ne sais quoi, indigénistes, alors qu'on voit bien qu'à l'intérieur même du média, il y a différentes sensibilités sur certaines questions qui font clivage à gauche. Donc, c'est important que tu témoignes justement ici du fait que il y a oui, cette bien sûr. diversité De toute façon, à l'intérieur. elle est vitale. Je pense que ce serait quand même un peu triste que le média, comme je dis, que ce soit que des personnes qui pensent exactement la même chose, qui font exactement que la même chose. Bah non, l'intérêt, c'est quand même qu'il y ait un espace de débat. Et puis, si le média existe, c'est aussi pour ça qu'on puisse avoir cet espace-là où confronter des idées. Voilà. Bon, maintenant, on a tous nos spécialisations. Donc, moi, je serais bien malaisée d'aller parler de féminisme ou quoi que ce soit, alors que je veux m'occuper des questions économiques. Maintenant, voilà, non, on discute. Et puis, c'est vraiment heureusement qu'on pense tous différemment, parce que je pense qu'à gauche, il y a souvent cette injonction à la pureté et qui reflète pas la réalité des choses. Et il faut que le média conserve justement, je pense, ce pluralisme dans les idées. C'est vital. D'autant plus que la notion de pureté sous-entend qu'il y aurait une bonne façon de faire. Or, il n'y a pas de bonne façon de faire en économie. Il y a des choix qui sont sociaux, qui sont politiques, mais il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est pas comme les mathématiques. Et encore, on peut faire des démonstrations mathématiques de plusieurs façons différentes. Moi, j'ai envie de savoir comment se prépare une émission de l'Instant Porcher. Comment se décident les sujets? Est-ce que vous travaillez beaucoup avant? Est-ce que vous avez des réunions? Est-ce que c'est toute l'équipe de rédaction qui décide en conférence de rédaction des sujets? Ça se passe comment en fait? Alors les sujets, c'est moi qui les décide en accord avec Thomas évidemment. Donc non, c'est que nous deux qui choisissons. On a une discussion où en fait on suit l'actualité, on s'envoie. Alors moi j'aime bien suivre les médias que j'aime pas pour voir les sujets qui les ont intéressés et pouvoir faire en sorte que nous on donne notre point de vue. Donc je suis assidûment BFM, etc. BFM Business. Voilà, j'aime me cramer les yeux et les oreilles, je pense. Fais attention. Je suis beaucoup parce que déjà c'est une chaîne en continu, donc ils ont énormément de sujets, c'est une mine d'or. Mais voilà, du coup je les suis et en principe on propose plusieurs sujets. On essaie toujours d'avoir des sujets qui soient pas que des sujets internationaux par exemple, ou que des sujets qui vont concerner uniquement la France, ou que Macron. On essaie toujours d'avoir un sujet Macron, international, Union européenne, pour avoir différents angles. De la même manière, je sais qu'il y a une émission sur laquelle on avait quand même beaucoup parlé de la communication d'Emmanuel Macron avec les influenceurs. Je trouve que c'est souvent un petit peu beaucoup, donc on essaie vraiment de diversifier. Donc on a cette petite contrainte-là. Alors après, une fois qu'on a validé les sujets, moi j'écris à peu près tout, les lancements, les questions, la fin, etc. Donc voilà, après je l'envoie sur la discussion où il y a une petite équipe qui se coordonne. Et après ça, on la tourne. Alors moi, je ne suis jamais au courant des réponses de Thomas. Et ce qui est bien, parce que ça me permet aussi, moi, d'être un peu plus naturelle parfois dans mes relances. Même si parfois je me doute quand même de ce dont il va me parler, ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de questions que je prépare en amont, il y a certaines que je pose pas, et en fait d'emblée il y en a d'autres qui me viennent. Enfin bon, bref, c'est vraiment entre l'entretien et la chronique comme format, c'est assez intéressant. Donc voilà comment ça se prépare, et puis après l'épisode du montage où on fait le choix de mettre tel ou tel extrait, ça en avant, voilà. C'est comme ça que je prépare un Instant Porcher. Alors, c'est beaucoup de travail parce que c'est quand même une fois par semaine. Donc, en fait, dès qu'on a terminé de tourner un Instant Porcher, on se met déjà en quête d'autres sujets pour l'autre. En plus, il y a 3 sujets quand même dans l'Instant Porcher. Donc, alors, c'est pas que des sujets économiques parce que 3 sujets par semaine économiques, ce serait un peu compliqué, je pense. Et au bout d'un moment, on ferait des sujets qui sont très, 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 très pointus. Mais voilà, non, c'est vraiment, c'est une émission on n'arrête pas de travailler, même le week-end, on est à l'affût, quoi. L'émission dure à peu près 40 minutes au final. Alors maintenant, elle dure 40 minutes, mais de base, c'était plus sur 20 minutes. D'accord. Et l'enregistrement dure combien de temps? Il y a combien de rushs, en gros, pour parler ça peut durer jusqu'à plus d'1 heure, 1 heure et quart, quelque chose comme ça.
D'accord. Donc, alors maintenant, on n'enlève pas grand-chose. Il y en a qui ont duré plus d'1 heure, où il a fallu vraiment faire des choix, parce que une émission d'1 h 15, c'est quand même assez long. Normalement, on n'enlève pas grand-chose. Hein. C'est surtout des petits cuts de moments où il a fallu qu'on se reprenne. Ou voilà, moi je suis allée totalement, j'ai mal lu mon lancement ou je sais pas quoi, mais non, ça dure entre 40 minutes et 1 heure, la préparation de l'émission avant qu'elle soit montée. Alors, dans le chat, un des atouts de l'émission, pardon Antoine, Je t'en un prie. des atouts de l'émission, c'est son rythme aussi. Votre entretien est vraiment soutenu. Bon, Thomas Porcher, il a une élocution qui est limpide et percutante, mais vous répondez vraiment de façon fluide. Toi-même, je trouve que tu as pris, pour le coup, même avant qu'il y ait Thomas Porcher, tu as pris la relève de Salomé, donc qui avait son propre style, mais le tien, alors que visiblement, tu n'as pas eu une expérience si ancienne que ça dans la présentation d'émissions en vidéo. Ton style à toi passe vraiment nickel, quoi. Et on le voit au niveau des audiences. Je crois que votre émission est une de celles qui fait le plus d'audience du média. Vous avez des émissions qui sont à plus de 100 000 vues sur YouTube assez régulièrement. Il y a vraiment un rythme qui a été pris tout de suite. C'était un petit peu ça. C'est aussi. Alors, il faut savoir quand même aussi que comme je sais sur quel sujet on va parler, très souvent, j'ai vraiment un nombre incalculable de questions qui m'arrivent quand je suis face à Thomas. Alors, en plus, il s'avère qu'on s'entend super bien et que même en dehors de l'émission, on discute beaucoup avec Thomas. Donc, forcément, quand on se retrouve sur le plateau, ça passe très bien. Maintenant, il y a aussi ce qui rend aussi l'émission fluide, et je veux saluer son travail, c'est le travail de mon monteur, Guillaume, qui fait un super travail. Alors, une fois, ça a été un autre monteur. Je pense que ça s'est vu d'ailleurs sur l'émission, parce que c'était un montage qui était totalement différent, mais qui était super aussi. Mais voilà, il y a aussi le travail du monteur qui fait que c'est une émission qui est très fluide, où on a l'impression qu'on se répond du tac au tac. Maintenant, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise, je pense, dans cette émission, parce qu'on se voit toutes les semaines, on discute. En amont, on prépare quand même vachement l'émission. Alors, Thomas n'est jamais au courant des questions que je vais lui poser. Il connaît mes lancements, il sait à peu près sous quel angle je vais aborder l'émission, mais il est pas au courant de mes questions. Et ce qui, je pense, fait en sorte que c'est une vraie discussion, en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a un petit côté très répondant, c'est que au bout d'un moment, je pense qu'on regarde même plus les caméras et on discute, quoi. Il y a aussi beaucoup de mes lancements qui partent au montage, parce que ça fait pas très naturel parfois. Quand il m'arrive de lui couper la parole, donc ça part. Mais en tout cas, non, c'est vraiment une discussion cette émission. Je trouve ça pas mal d'ailleurs comme format. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, je pense. C'est mi-entretien, mi-chronique, éditorial, mais très préparé, et en même temps, c'est comme deux personnes qui ont un rendez-vous hebdomadaire et qui discutent un petit peu de l'actualité, quoi. Dans le chat, il y a Yfan Labrise qui nous suggère un sujet pour toi, enfin pour vous deux. Okay. Alors attention, parce que ça a l'air un peu pointu, je pense. Est-ce que Elsa pourrait demander à Thomas d'expliquer ce qu'était le Bancord, une unité de compte qui aurait dû être le pilier de l'économie politique que préconisait Keynes? Et là, on voit Serge Victor. Dès que ça devient pointu, il y a Serge qui bouge. Excellent. Alors, voilà. Alors, moi, je ne le connais pas du tout. Voilà. Non plus. Alors, juste effectivement, pour répondre à ces questions, où j'en vois quand même beaucoup de personnes qui voudraient qu'on fasse une émission qui est bien plus pointue sur l'économie. Je pense que c'est aussi dû au fait que l'Instant Éco a disparu pour l'instant. Alors, c'est pas prévu de faire ça avec Thomas, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que dans pas très longtemps, on va lancer quelque chose justement pour répondre à ces questions beaucoup plus pointues. J'espère en tout cas que ça va pouvoir venir en complément de l'Instant Porcher. Mais voilà, comme ça reste quand même une émission où on aborde 3 sujets en moins d'1 heure, on va pas pouvoir aborder toutes ces questions très pointues. C'est vraiment dommage, et je suis totalement d'accord. En tout cas, on met pas de côté le fait d'avoir une émission d'éco qui soit plus précise, plus pointue. On va pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, le Bancord, moi, je connais pas, mais j'apprends aussi parfois avec... Un projet de monnaie commune de Keynes. Vas-y, Serge, une monnaie mondiale, quoi. Développe, hein, n'hésite pas. Non, je suis pas économiste du tout, mais j'ai de vagues souvenirs. Par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'importance de l'économie, est-ce que justement le sujet économique au sens large ne devrait pas être...
alors pour le média, mais aussi pour d'autres médias, un basique d'une éducation populaire moderne. C'est-à-dire que bon, on sait qu'il y a une volonté, et c'est un peu dans l'ADN du média à terme, hein, peut-être, de faire une espèce d'éducation populaire, parce que notamment l'éducation économique, ça s'est un petit peu perdu, quoi, hein, même dans la scolarité jusqu'au bac, à part ceux qui suivent des sections un peu spécialisées, sinon il n'y a plus aucune notion d'économie. Les gens ne savent même pas ce que signifie le mot économie. Est-ce que là, il y aurait pas justement, par rapport à la question qu'on vient d'avoir, une piste pour une émission vraiment d'éducation à l'économie? Ah mais j'en suis persuadée et c'est justement, j'ai justement moi en projet dans la tête, alors ce serait pas une émission vidéo, ce serait en podcast, d'avoir justement cette émission alors d'éducation populaire, mais en fait, ouais, si c'est totalement ça. D'ailleurs, on reprendrait certains termes en économie dont on entend beaucoup parler, qui ne sont pas si évidents pour tout le monde, et de faire un espèce de podcast où on reviendrait sur l'histoire économique, les différents choix en économie qui ont été faits. Par exemple, je pense à l'inflation, où c'est l'un des premiers sujets que j'aimerais aborder. Et voilà, définir un peu ce que c'est, de quoi est-ce qu'on nous parle quand on nous parle d'inflation, pourquoi est-ce qu'il faut l'éviter, pourquoi est-ce qu'il faut pas l'éviter, etc. Donc ouais, non, ça c'est en projet aux médias. Je suis contente que vous que vous m'ayez demandé du coup. Merci Metamada. Qui me dit que j'ai raison dans le chat et que c'est une nécessité, donc je te remercie. Moi, je suis totalement d'accord. Hein, l'économie, de toute façon, je pense qu'il y a un lien à gauche qui doit beaucoup passer par l'économie. On se tape beaucoup dessus sur des questions qui sont sociétales, mais où je pense en plus où les clivages sont encore plus nombreux que économiquement. C'est bien de revenir un peu à l'économie de temps en temps pour voir que bien souvent, en fait, les conséquences des choix économiques de nos gouvernants ont des impacts dans la société qui sont un peu ce qu'on observe aujourd'hui. Il faut revenir à l'économie, je pense. On peut peut-être faire le lien du coup avec tes projets pour le média ou ta vision de l'avenir du média et ton implication au sein du média. Tu viens de nous parler donc d'une idée de podcast. Je signale au passage qu'il y a des podcasts déjà aux médias. Il y a ma voix il y a certaines dedans. émissions qui sont voilà, retranscrites en podcast, et puis il y a des podcasts vraiment natifs avec la série sur le franquisme, et puis il y avait eu la série sur les élections américaines d'Héloïse Bajou auparavant. Donc j'invite tous les sociaux et les abonnés du média, puis les auditeurs passant par là, à aller écouter ces podcasts. Et donc peut-être ton futur podcast, si ça peut se faire. Et sinon, du coup, dans l'avenir du média, toi, tu te projettes comment? Tu le vois comment? Est-ce que tu as des envies, des idées d'implication à l'intérieur aussi de la structure particulière du média, puisque le média maintenant est une société coopérative d'intérêt collectif? Alors oui, bien. Alors moi, de toute façon, oui, j'ai très très envie de continuer aux médias, ça c'est sûr et certain. Moi, alors déjà, j'aimerais bien que durant la prochaine saison, il y ait quand même encore une émission avec Thomas Porcher. Alors peut-être pas hebdomadaire, on verra comment peuvent se faire les choses. Mais moi, j'aime bien ce format. Je pense qu'il faut pas enfin, tant que c'est possible, en tout cas, ne pas l'abandonner. Alors moi, j'ai très 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 envie de reprendre l'Instant Écho sous une autre formule. Déjà parce que la formule des entretiens est très bien, mais je pense que ce serait vraiment encore plus intéressant d'intégrer un reportage. Alors, j'avais quand même préparé pas mal de numéros pour l'Instant Écho avec une série de reportages. J'en avais un premier sur les conséquences économiques de la crise sanitaire sur la condition économique des femmes. Donc là, on est sur quelque chose de très pointu. Et je voulais en faire plusieurs sur le casse du service public ces 40 dernières années. Par exemple, notamment, enfin, je sais pas si au moment du numéro avec sur l'hôpital, aller rencontrer des travailleurs, des infirmiers, etc. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est quand même un lieu qui a été sabordé par le néolibéralisme. La plupart des infirmiers sont des intérimaires. Enfin, c'est une catastrophe. Donc voilà, faire plusieurs numéros là-dessus et donner la parole aussi aux personnes qui sont concernées, aux usagers du service public qui disparaissent des clients finalement, et décrypter ça avec un économiste. Ça, je pense que ce serait un format d'émission qui serait très intéressant. Alors évidemment, ça pourra pas être hebdomadaire parce que ça demande beaucoup de travail, mais en tout cas, je tiens à ce que ça se fasse.
Et moi, je suis persuadée qu'il faut absolument qu'on fasse un peu plus de podcasts. De plus en plus de personnes écoutent les podcasts. C'est un format qui est pas qu'on peut écouter de manière moins attentive, en tout cas, que les vidéos. Voilà, on peut écouter un podcast dans la voiture, etc. Je pense que c'est vraiment un format sur lequel de toute façon, il y a une vraie volonté aux médias de se développer et moi, j'aimerais vraiment beaucoup en faire à côté des vidéos. Maintenant, j'aurais même des projets d'articles. Donc vraiment, en fait, j'ai plein de projets aux médias. J'ai très, très envie de faire beaucoup de choses. Évidemment, je suis freinée par la réalité parfois. Mais non, je compte bien rester et je compte bien continuer certains projets, faire en sorte qu'ils se réalisent, notamment cette émission de vulgarisation de l'économie. Ce serait aussi avec un économiste, mais pas du tout sur le même format que Thomas Porcher. Mais il y a même d'autres formats de podcast, je pense, qui sont totalement réalisables. Et moi, je suis une pile électrique. J'adore avoir plein de projets, écrire plein de trucs. Donc, il y a plein de choses qui sont en cours, en tout cas. Alors, les podcasts s'appelaient aussi dans le chat. Je vais ouvrir une petite parenthèse si vous aimez les podcasts. Alors, on n'avait pas prévu de mettre, mais je pense que Michel, si tu le retrouves, est-ce que tu pourrais mettre, s'il te plaît, le lien vers un podcast qui parle d'histoire médiévale, dans lequel Elsa intervient sur, si j'ai bon souvenir, les femmes dans la croisade. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, alors, j'avoue, j'ai pas tout. Il est assez long, hein, il fait presque 1 heure, je crois. C'était une conférence en plus, donc voilà. Moi, j'ai jamais eu le courage de l'écouter, hein, donc je comprends. Alors voilà, pour ceux qui utilisent les podcasts en allant courir, ben voilà, vous pourrez courir 1 heure complète en vous mettant de l'histoire et de la culture entre les oreilles, ce qui est toujours bon à prendre. Et en plus, c'est comme c'était une conférence, il y a plein de petits interludes très sympas avec de la musique médiévale, des petits quiz. Donc ce podcast, il est sympa. Ça va. Voilà, on referme la parenthèse. Dans le chat, Mitskaté. Alors s'il vous plaît, les followers, trouvez-vous des pseudos qui soient prononçables. Hein, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Qui suggèrent de faire de la vulgarisation comme le fait Clément Viktorovitch sur la rhétorique. C'est essentiel pour la compréhension du plus grand nombre. Alors, je ne suis pas journaliste aux médias, mais j'ai envie de dire, il le fait très bien. Allez le suivre déjà. Alors, moi, j'ai 2 questions ridicules et inutiles sur Thomas Porcher. D'abord, sa coupe de cheveux, est-ce qu'on en parle? Il s'est coupé les cheveux, donc vous le verrez lundi prochain. C'est vrai? Ah bah voilà, donc on a bien fait d'en parler, on a une info en exclu. Et alors, sur la façon dont vous discutez entre vous, ça se tutoie, ça se vouvoie, ça se tuvoie, ça se voutoie sur le plateau, tout est mélangé, quoi. Alors, moi, je ne fais que tutoyer Thomas, parce que dans la vraie vie, on se tutoie. Donc, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus un tic de langage où il va dire vous voyez, en fait. Ouais. Mais c'est pas nécessairement à moi qu'il s'adresse directement, mais c'est vrai qu'il évite un peu de me tutoyer ou je sais pas, je devrais lui poser la question. Moi, après, ça me dérange pas, donc. Non, c'est juste que c'est un petit peu amusant des fois de voir. Non, mais c'est vrai. Mais alors, je regarde pas tous les commentaires parce que au bout d'un moment, ça commence un petit peu à partir à côté. Mais les premières heures après la diffusion d'une vidéo, je regarde beaucoup les commentaires. Et je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui se posent la question, mais ils se tutoient, ils se voient, ils font quoi là? Je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter, Elsa. Vous pouvez suivre le média et vous pouvez suivre les socios engagés sur beaucoup de réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Mastodon et bien sûr sur Twitch. N'hésitez pas à relayer les émissions du média, les nôtres éventuellement, c'est toujours ça de prix. Si vous voulez continuer à avoir davantage et encore plus de bons programmes, vous avez vu, hein, ce sont pas les idées qui manquent chez les salariés. Vous pouvez devenir socio et sociétaire du média, comme Serge l'a rappelé. Le média est maintenant une société coopérative. Vous pouvez devenir sociétaire et donc posséder des petites parts du média qui vous permettent notamment de participer à la vie du média, à voter les décisions qui sont prises en commun en assemblée générale. Donc, n'hésitez pas, à partir de 5 € par mois, c'est pas cher. Devenez sociétaire. Pour une fois qu'on peut ressembler à Xavier Niel, devenez sociétaire. Pas actionnaire, mais sociétaire. C'est mieux, démocratiquement en plus. C'est génial. Vous pouvez, c'est votre média après, avec d'autres personnes.
Voilà, c'est notre média commun et coopératif. Merci à tous. Merci à vous. On se quitte comme d'habitude avec un peu de musique. Ciao. Salut. Ciao.